Pour introduire un petit peu à la méditation, peut-être on peut prendre un petit temps pour regarder en nous, bien que vous ayez déjà eu un petit peu le temps là pendant les quelques minutes qui se sont écoulées, pour regarder notre motivation. Observer notre motivation et puis permettre à notre motivation peut-être de s'ouvrir un peu. Je pense que c'est la première condition pour la méditation. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous motive pour venir méditer? On peut s'interroger soi-même à ce sujet, observer. Et en vertu de l'interdépendance, cet après-midi, je dois parler un petit peu sur l'ego responsable, le pauvre. On le charge de tous les maux. Euh, mais cet ego, justement, ce qu'on croit exister en tant qu'ego, en tout cas, si on l'observe, on peut comprendre qu'il n'existe pas par lui-même. Ce sont les autres, ce sont les autres qui nous font, nous sommes issus de l'union de nos parents. Nous ne sommes pas arrivés tout seuls ici. Tout ce que nous savons, nous l'avons appris des autres. Tout ce que nous possédons, ça vient des autres. C'est difficile de trouver l'ego, en vérité, le moi, le je. Et comme en vérité, nous sommes le résultat de tout ce que les autres nous ont donné, nous ont apporté, eh bien, ce serait la moindre des choses que de méditer aussi avec l'intention que ce soit bénéfique pour autrui. Donc, c'est la première chose à faire, il me semble, euh, pour que la pratique de la méditation soit une pratique qui porte vraiment de bons fruits, qui soient des fruits délicieux, vastes. Eh bien, il faut avoir une motivation aussi vaste que possible et une motivation qui s'ouvre, qui soit ouverte vers les autres. Pas méditer seulement pour soi-même, pas méditer seulement pour remédier à certains soucis que nous avons, des angoisses, du stress ou divers problèmes, éventuellement même des problèmes de santé au niveau physique ou autre. Mais nous devrions essayer d'ouvrir cette motivation et, et vers les êtres, vers tous les êtres, en pensant à tous les êtres, en se reliant mentalement ou encore mieux par le cœur à tous les êtres, quels qu'ils soient, que ce soit des formes minuscules de vie ou des formes de vie dites plus évoluées, des formes de vie végétale, animale, humaine. Et toutes les formes de vie dont nous n'avons pas conscience ou que nous ne connaissons pas. Donc, en premier lieu, développer ainsi une motivation qui soit élargie, qui soit agrandie, qui soit ouverte et qui, autant que possible, vienne du cœur. Il faut que ça naisse aussi d'une compréhension euh, que nous ne sommes pas l'unique personne à chercher le bonheur et à chercher à fuir ou à remédier à certaines difficultés, certaines souffrances, certaines insatisfactions, mais que tous les êtres, toute forme de vie est dans le même cas que nous.
Donc, en même temps, pour la méditation, il est vraiment bon de développer, de regarder la motivation, de développer, comme on vient de le faire, une motivation. Et en même temps, paradoxalement, pour entrer en méditation, pour entrer dans une méditation, on pourrait dire, entre guillemets, authentique, nous ne devrions pas avoir l'intention de méditer, paradoxalement, hein, pour que, pour que la méditation puisse jouer tout son rôle, il ne faudrait pas avoir l'intention de méditer. Donc, il faudrait d'abord développer une motivation généreuse, là, dans l'ouverture du cœur, et puis se défaire de l'intention de méditer. Puisque méditer, en fait, on pourrait dire, dans un sens, ça ne peut pas s'apprendre. Donc, c'est un peu peut-être ridicule qu'il y ait des professeurs de méditation, peut-être en un sens, hein, et qu'il y ait des enseignants de méditation, et que je vienne vous parler de méditation, puisque on peut dire, dans un sens, la méditation, voilà, c'est rien, c'est ne rien faire. C'est demeurer dans le non-agir, dans le non-faire. Et là, pour cet après-midi, j'avais emmené un ou deux textes dans un recueil, là, et il y a un petit texte d'un maître du XVIe siècle, un maître tibétain du XVIe siècle, un grand yogi, euh, qui, qui dit qui est le plus occupé? Qui est le plus occupé? C'est celui qui ne fait pas courber la tête aux pensées discursives. Et que veut dire la non-action? C'est ce qui est pur de toute activité d'intellect. Donc la méditation, c'est juste relâcher tout ça, hein, relâcher l'activité de l'intellect, euh, laisser tomber, hein, laisser tomber l'activité de l'intellect, lâcher prise par rapport à l'activité de l'intellect. En tout cas, ne pas l'entretenir, ne pas la nourrir. Et donc, c'est simplement demeurer dans le non-faire. Et si on, si on veut une petite introduction comme ça à la méditation, il faut surtout peut-être d'abord regarder notre activité dans la vie quotidienne, comment nous fonctionnons dans la vie quotidienne, prendre un peu de recul ou avoir un regard rétrospectif sur la manière dont nous vivons habituellement. Et habituellement, en fait, si on est honnête envers nous-mêmes, on devrait comprendre, voir, constater euh, que nous obéissons, nous sommes l'esclave de nos pensées. Dans la vie quotidienne, c'est un peu ça, nous sommes l'esclave de nos pensées. Voilà, notre corps se met en mouvement. Pourquoi notre corps se met-il en mouvement? Pourquoi se lève-t-il? Pourquoi se couche-t-il? Pourquoi s'assoit-il? Pourquoi mange-t-il? Pourquoi boit-il? C'est bien qu'il y a une pensée à l'origine. Même si nous ne sommes pas conscients qu'il y a une pensée à l'origine, mais il y a une pensée cependant à l'origine. Le problème, c'est que nous ne le voyons pas, tellement nous sommes habitués à obéir à nos pensées. Donc la méditation, c'est l'opposé de cela. C'est l'opposé de cela. Ça ne veut pas dire rejeter, repousser les pensées, mais c'est être plus conscient qu'il y a des pensées et puis les laisser là où elles sont et ne pas les suivre. Ne pas les suivre, ne pas se laisser mener par le bout du nez par nos pensées. Et donc, petit à petit, grâce à la méditation, on peut développer une forme de contrôle sur soi-même, une forme de contrôle sur le mental. Et puis, cette forme de contrôle, elle s'applique d'abord par
la pacification du mental. Donc, les premiers niveaux de méditation concernent surtout la pacification du mental, apaiser le mental. Puis, il y a un deuxième grand niveau de méditation qui est plutôt de l'ordre de clarifier le mental, éclairer le mental. Puis, il y a encore un troisième grand palier, on pourrait dire, en méditation, qui est plus de l'ordre de se libérer du mental. Et puis, un quatrième, on pourrait parler comme ça d'un quatrième stade qui serait de reconnaître la nature même du mental. Donc, au début, on va parler de mental, après, on peut parler plus de l'esprit en général. Mais au début, en méditation, on parle plutôt du mental. Donc, d'apaiser le mental, de laisser le mental s'apaiser de lui-même. Donc, c'est ça la méditation, c'est laisser le mental s'apaiser de lui-même. Et pour cela, il n'y a rien à faire. Mais comme nous ne sommes pas habitués à ne rien faire, et comme nous sommes habitués justement à suivre, à entendre ce discours continuel des pensées, ce que dit ce texte, les pensées discursives. Les pensées discursives, nous sommes sans arrêt occupés par nos pensées discursives, même quand nous dormons. Même quand nous dormons, il y a des pensées dans les rêves. Même notre sommeil profond peut être un peu contaminé par cela, par une sorte d'activité. Donc, l'important en méditation, c'est tout simplement, on pourrait dire, d'apprendre à ne rien faire et de lâcher prise par rapport aux activités du corps, par rapport aux activités de la parole et par rapport aux activités du mental. Donc, il y a ces trois, on parle de ce qu'on appelle les trois portes, le corps, la parole et les énergies, et puis le mental, ou l'esprit en général. Et comme donc nous ne sommes pas habitués à ne rien faire du tout, donc les différentes traditions qui enseignent, qui présentent la méditation, présentent et introduisent à la méditation de manière habile, en nous donnant des méthodes, en nous donnant des moyens, en nous donnant des supports de méditation, de façon, au début, à développer un peu de concentration. Ce que nous sommes assez habitués à faire en Occident, je peux dire, les Occidentaux, ça va en général pour la concentration. Nous avons tous fait un minimum d'études, nous avons tous une activité dans notre vie, que ce soit une activité professionnelle ou même nos activités quotidiennes, demandent une forme de concentration. Quand on fait du jardinage, quand on entretient une maison, quand on fait à manger, quand on lave la vaisselle, etc. Ça demande un peu de concentration. Donc, nous sommes tous capables d'un minimum de concentration, même si les générations actuelles ont de moins grandes capacités de concentration parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de distractions dans notre monde. Et donc, la méditation, c'est d'abord cela. C'est d'abord développer l'apaisement du mental, une forme de concentration pour permettre cela, concentration sur un point. Donc, ça peut être concentration sur un objet visuel, poser le regard sur un objet visuel, comme un petit caillou, mais ça peut être aussi poser notre attention sur la respiration, ce qui est le plus efficace et le plus courant et ce qui est universel du point de vue de la méditation. Et donc, quand on parle de concentration ou de développer l'attention, c'est tout à fait l'opposé de la distraction. Donc, quand on pratique la méditation, il faut renoncer à la distraction en vérité. On renonce à la distraction, puis on développe aussi la vigilance qui permet de renoncer, qui implique de renoncer à la négligence. Nous sommes souvent négligents
à de nombreuses occasions dans notre quotidien, nous sommes négligents. Peut-être tout à l'heure, voilà, en introduction, je vous ai parlé de la motivation. Peut-être nous sommes trop souvent négligents par rapport à notre motivation. On ne se pose pas suffisamment peut-être cette question de la motivation. Qu'est-ce qui me motive? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'engage dans telle action? Pourquoi je veux faire ci? Pourquoi je veux faire ça? Et aussi, du coup, la méditation, on peut dire, fait partie de nos occupations, en tout cas en ce moment même. Donc, aussi par rapport à la méditation, nous devrions être clairs avec nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je suis venu ici? Pourquoi est-ce que je souhaite méditer ou apprendre à méditer, ou faire l'expérience de la méditation? Bon, ne soyons pas négligents vis-à-vis de notre motivation ou de nos motivations, de ce qui motive nos actes, de ce qui motive nos paroles, de ce qui motive notre esprit. Quand on veut lire, quand on veut écrire, quand on veut faire une activité liée à l'esprit, une activité artistique ou autre, même regarder la télévision, écouter la radio, qu'est-ce qui nous motive? Quand nous voulons parler à quelqu'un, et quand nous parlons à quelqu'un, quand nous adressons la parole à quelqu'un, qu'est-ce qui nous motive? Et quand nous agissons physiquement, quand nous nous mettons en marche, quand nous déplaçons, quand nous nous asseyons, quand nous restons immobiles, quelles que soient nos actions physiques, qu'est-ce qui motive nos actions physiques? Donc souvent, on ne pense jamais à ça, parce que on ne fait que suivre nos pensées comme aveuglément, sans se rendre compte même qu'il y a une pensée à l'origine. Même quand nous allons aux toilettes, il y a forcément une pensée. Il y a forcément une pensée. Ce n'est pas qu'un besoin physique. Entre la sensation liée au besoin physique et le fait d'aller se soulager, eh bien, il y a une pensée. Il y a une pensée. Et souvent, nous n'y prêtons aucune attention. Donc, nous sommes sans arrêt distraits par nos pensées. Et puis, bien sûr, distraits par le monde extérieur, par ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons, ce que nous goûtons, ce que nous sentons. Et donc, la méditation, c'est laisser tomber tout ça et rester tranquille. C'est enfin rester tranquille. Peut-être c'est le seul moment, la seule vraie opportunité dans notre vie où on peut rester tranquille. Autrement, quand on dit je veux rester tranquille, mais voilà, on veut rester tranquille. Peut-être pour certains, ça va être dehors, dans un parc, sur un banc, à observer les oiseaux, écouter les oiseaux, le bruit du vent, regarder les passants. Pour d'autres, rester tranquille, ça va être s'asseoir dans son fauteuil, dans son canapé, devant la télévision, et on pense que c'est rester tranquille. Mais dans toutes ces attitudes-là, le mental n'est pas tranquille. On demeure dans une forme dans une forme d'observation et en même temps dans une forme d'ignorance, d'oisiveté. Ça peut être parfois même une espèce de béatitude planante, ou alors on est tranquille physiquement, mais intérieurement, quand même, il y a des choses qui nous turlupinent, qui reviennent à la surface du mental, et puis on va y penser tout en croyant qu'on est assez détendu et assez tranquille, mais en vérité, au fond de nous, nous ne sommes pas complètement tranquilles. Donc la méditation, c'est vraiment ça, c'est vraiment être complètement tranquille, et se dire enfin, je peux être complètement tranquille, enfin, on peut lâcher, on pourrait dire, tous nos fardeaux. Tous les fardeaux, les fardeaux lourds, les fardeaux légers et les fardeaux que nous ne sentons même pas. Il y a beaucoup de fardeaux, nous portons beaucoup de fardeaux que nous ne sentons même pas, que nous ne connaissons même pas, peut-être du domaine de l'inconscient, on pourrait dire dans certaines voies en psychanalyse ou en psychologie ou autre. Mais c'est ce qu'on appelle aussi dans le langage de la méditation, c'est ce qu'on appelle le courant sous-marin des pensées.
dont nous n'avons pas conscience. Il y a des pensées grossières, il y a des pensées plus subtiles, il y a des pensées très subtiles. Donc là, il s'agit vraiment voilà, de lâcher tout cela et enfin demeurer tranquille. Donc c'est tout simplement ce que je vous invite à faire, ce que vous êtes, j'espère, venu. On dit faire, mais en fait, voilà, fondamentalement, il n'y a rien à faire. Alors, en méditation, bien sûr, vous savez, pour la plupart d'entre vous, vous le savez, on recommande une certaine posture de méditation, justement pour favoriser l'apaisement de la circulation des énergies dans le corps. Parce que ces énergies qui circulent dans le corps, elles induisent des mouvements dans le mental. Et ces énergies ou ce prana, ce prana ou ces vayus qui circulent dans le corps, c'est eux qui provoquent les pensées. C'est ça qui fait naître les pensées. Donc, il est indispensable, au début, en tout cas, pour s'entraîner à la méditation, voilà, que le corps demeure immobile et dans une posture adéquate, une posture dans laquelle les différentes énergies ou les souffles subtils qui circulent dans le corps, et même au niveau grossier, on peut parler des nerfs, de la circulation nerveuse, que tout cela s'apaise et puisse circuler harmonieusement, de façon à ne pas trop agiter le mental, et aussi de manière à ne pas engourdir le mental. Donc, la méditation, c'est un équilibre, un état d'équilibre. On parle souvent d'équilibre méditatif. Entrer dans l'équilibre méditatif, donc c'est un équilibre entre deux extrêmes, que sont l'agitation d'une part, et puis l'engourdissement mental, ou carrément la somnolence, la torpeur. Et donc, la posture, pour cela, aide à la méditation. Donc, le plus important pour la posture, que l'on soit assis par terre ou assis sur une chaise, c'est d'avoir le dos bien droit. C'est ça, je dirais, le point principal de la posture. Sinon, on parle d'une posture en 7 points, comme vous savez sans doute, avec les jambes en posture de Vajra ou de lotus, euh, le dos bien droit, les épaules détendues. C'est important de détendre les épaules, de les dégager comme ça un petit peu en arrière. De toute façon, on dit à ce que les épaules soient ouvertes comme les ailes d'un aigle qui plane dans l'espace, dans le ciel. La, la posture aussi des mains joue un rôle. Donc, on peut mettre les mains dans ce geste-là, dans ce mudra, soit avec les pouces qui se joignent, selon les traditions. Parce qu'il y a différentes traditions, donc avec les pouces à l'horizontale, ou les pouces qui remontent un petit peu comme ça, ou les pouces posés à la base des annulaires. Mais on peut aussi simplement voilà, méditer en ayant les mains posées sur les genoux, si on se sent mieux comme ça, plus équilibré comme ça. C'est tout à fait possible, et ça fait partie des possibilités dans les postures de méditation. Et puis, avoir le menton très légèrement rentré, de façon à ce que la nuque aussi soit droite, mais pas raide, évidemment. Et puis ensuite, on détend les mâchoires, on entrouvre légèrement les mâchoires, on entrouvre légèrement les lèvres. Puis, il est recommandé soit que la langue épouse la courbe du palais, soit que le bout de la langue vienne toucher la jonction des dents du palais. Et le 7e point de cette posture, c'est le regard, orienter le regard vers le bas, vers le sol, devant soi, un peu dans le prolongement du nez, de façon à éviter les distractions visuelles. C'est une des raisons, mais c'est aussi intérieurement la raison, c'est favoriser, c'est le regard de la pacification du mental. C'est un regard
spécial qui permet la pacification du mental. Quand on dit cela sur le plan intérieur, on dit comme ça. Sur le plan secret, ça veut dire que quand les yeux sont orientés vers le sol, ça veut dire au niveau yogique, au niveau des canaux subtils, ça va favoriser la circulation dans certains canaux subtils ou ralentir la circulation dans certains canaux subtils qui sont liés à l'agitation mentale. Donc, le regard est lié à cela. Et là aussi, quand on oriente le regard vers le sol, donc on n'a pas les yeux grands ouverts, on n'a pas les yeux complètement fermés. Donc là aussi, on est toujours entre les deux extrêmes, on est dans l'équilibre. Donc, pas dans la distraction visuelle, ni dans l'engourdissement mental avec les yeux fermés qui peut induire une forme, qui peut mener au sommeil, par exemple. Donc, ce regard mi-ouvert, mi-clos fait partie de ce qu'on appelle l'équilibre méditatif. C'est très important. Alors après, il y a d'autres méthodes de méditation. Il y a des méthodes de méditation où on peut recommander de fermer les yeux. Il y a des méthodes de méditation où on peut recommander de regarder en face. Il y a des méthodes de méditation où on peut recommander de regarder même en haut, en l'air. Et il y a des méthodes de méditation où on peut recommander même de révulser les yeux, etc. Tout est possible, tout existe. Toutes les méthodes possibles, imaginables existent. Donc là, je vous parle voilà, d'une méthode, d'une approche, et d'une approche que nous devrions idéalement mener, poursuivre, cultiver pendant un certain temps pour vraiment en retirer des bienfaits. Et donc, ça peut vraiment, voilà, ça peut prendre des années. Observer une méthode, c'est pas un jour, une semaine, mais ça peut être pendant des années de pratique de la méditation. Comme vous savez, il y a des scientifiques, les neuroscientifiques s'intéressent beaucoup à la méditation et font des expériences sur les méditants. Récemment, en Vendée, nous avons reçu Hermès Garanger qui, comme Mathieu Ricard, par exemple, avait accepté de se prêter aux expériences des neuroscientifiques. Et donc, il y a des choses intéressantes qui sont découvertes par la méditation. Puis on entend de plus en plus de personnes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu François Berléand, l'acteur François Berléand, qui a découvert récemment la méditation et qui, grâce à la méditation, n'a plus du tout le trac quand il rentre sur scène au théâtre. Alors jusqu'à présent, il a, je pense peut-être, il a la soixantaine ou un peu plus, et il avait toute sa vie, il a eu un trac fou, et maintenant, grâce à la méditation, il n'a plus du tout le trac. Donc, il y a quelques bienfaits comme ça qui sont pour nous, en tout cas pour moi, pour la voie que je suis, plutôt des bienfaits ordinaires, des bienfaits mondains à la méditation. Donc, ça, c'est indubitable. Après, il peut aussi y avoir des bienfaits spirituels à la méditation. Donc là aussi, ça dépend de la motivation que nous avons. Et donc, une fois que nous observons cette posture de méditation, eh bien, il s'agit de laisser la respiration se faire naturellement. Donc là encore, habituellement, j'introduis souvent à la méditation par des respirations, quelques respirations préliminaires à la méditation. Mais là, voilà, en temps de pandémie, de Covid, j'évite maintenant de le faire dans les salles fermées comme ça. Et donc, la respiration est très importante pour la méditation. Donc, c'est le deuxième point après la posture, c'est de laisser la respiration se faire naturellement. Par le nez, de préférence, mais il y a aussi des méthodes où on peut indiquer de respirer par la bouche ou par les deux, le nez et la bouche. Mais là, peut-être c'est plus recommandé par le nez. Donc, on laisse la respiration se faire naturellement, tout en veillant quand même au départ, en essayant de voir si nous respirons bien et essayer de respirer le mieux possible, le plus profondément possible, sans pour autant ralentir la méditation.
Et on peut s'en rendre compte si on respire bien en observant si notre ventre se gonfle, se dégonfle, hein, quand nous inspirons, quand nous expirons. Donc, au début, on peut mettre sa main même sur son ventre et puis sentir si le ventre se gonfle ou pas. Sinon, ça veut dire qu'on respire uniquement par la cage thoracique. Et c'est pas, voilà, c'est un peu limité. C'est un peu limité et c'est pas très détendu. Donc, c'est bien de vérifier au départ. Voilà, si nous respirons vraiment bien, suffisamment profondément par le ventre. Donc, observez la posture et la détente en même temps. Il faut que la posture soit en même temps détendue. C'est pas une posture raide. Même si c'est une posture immobile, ce n'est pas une posture raide ou crispée. Donc, il faut cultiver, on dit, hein, cette union de la posture et de la détente. Puis, quand nous observons la respiration, cultiver l'union de la respiration et du silence, puisque la méditation consiste à immobiliser le corps, à immobiliser la parole et à immobiliser le mental, ou à les laisser dans leur état naturel, où on parle aussi de cultiver les trois isolements, l'isolement du corps, l'isolement de la parole, l'isolement du mental. Ça veut dire isolé, libre de distraction. Comme quand on va dans la nature ou sur une montagne ou au bord de la mer, libre des distractions habituelles, libre des activités habituelles, libre des paroles habituelles. Donc là, on cultive la posture et la détente, la respiration et le silence. Et au niveau de l'esprit, on cultive la non-distraction et la non-méditation. C'est l'union de la non-distraction et de la non-méditation. Donc, on, on ne se laisse pas distraire par les choses extérieures, ni par les choses intérieures, que sont les pensées, les émotions. Et on, on cesse d'avoir l'intention de méditer. C'est ça qu'on appelle la non-méditation. On cesse d'avoir l'intention de méditer et on ne médite pas de manière artificielle. Il n'y a pas un état de méditation à trouver, à chercher, à cultiver. Les choses se font d'elles-mêmes à partir du moment où le corps est tranquille en posture, où la respiration est tranquille, où la parole est en silence, et à partir du moment où nous ne sommes plus dans la distraction. Donc, naturellement, on entre dans la méditation, qui n'est pas une méditation fabriquée. Donc, au départ, simplement observons la respiration.
Alors, on regarde, est-ce que nous sommes vraiment à même d'être attentifs à la respiration sans qu'aucune pensée ne vienne nous distraire de cette attention à la respiration? Est-ce que nous suivons vraiment, nous sommes vraiment capables? Est-ce que notre mental est vraiment capable de suivre complètement, d'instant en instant, l'expiration, le petit temps euh, d'arrêt de la respiration, puis de suivre d'instant en instant l'inspiration, puis le petit temps d'arrêt naturel après l'inspiration, etc. Pendant ne serait-ce qu'une respiration, deux respirations, trois respirations, quatre respirations, etc. Pendant voilà, pendant une respiration, deux respirations, trois, quatre, cinq, euh, est-ce que nous sommes à même de demeurer ainsi, sans aucune distraction mentale, sans qu'aucune pensée ne vienne troubler cette attention à la respiration? Peut-être certains d'entre vous ont bougé légèrement, etc. Ça veut dire qu'il y a eu une pensée qui est venue vous distraire de la respiration. Et puis peut-être même sans avoir à bouger quoi que ce soit, il y a eu des pensées qui sont venues et vous faire perdre le fil de l'attention à la respiration. Donc tout cela, ce sont des signes que, eh bien, qu'il faut encore et encore et encore et encore cultiver l'attention à la respiration. Donc on continue, on s'engage comme ça un petit peu plus longtemps dans l'attention à la respiration.
Donc ainsi, on fait l'expérience, une expérience de méditation, quelle que soit cette expérience, hein, quelle que soit la manière dont ça s'est passé pour chacune ou chacun d'entre nous. Peut-être il y a beaucoup d'agitation intérieure, peut-être de la torpeur, peut-être une belle attention à la respiration. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une expérience quand même de méditation. Et l'avantage, l'intérêt de prendre comme support la respiration, c'est que nous ne sommes pas capables de dire à notre mental tiens-toi tranquille. Et donc, nous utilisons donc en quelque sorte des moyens détournés pour permettre au mental de s'apaiser, de se tranquilliser. Et donc, ensuite, ce que nous devons faire, c'est cultiver. Cultiver, 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 cultiver la méditation comme cela. Et, donc, certains d'entre vous le font depuis déjà longtemps, et puis d'autres sont tout débutants. Peut-être, je sais que pour certains d'entre vous, apparemment, c'est la première fois que certaines personnes viennent assister à une session. Alors, voilà, ici, je présente les choses comme ça en recommandant plutôt de faire des courtes sessions de méditation. Mais il se peut que vous pouvez aussi aller dans des endroits, comme par exemple dans des monastères zen, où les méditations vont être d'emblée de 30 minutes. Euh, et voire plus longue encore. Mais au début, dans ma tradition, on recommande plutôt de faire des courtes sessions de méditation. Même au sein d'une session plus longue, voilà, si on fait une session euh, d'un quart d'heure, par exemple, d'une demi-heure, eh bien, on va méditer pendant 2-3 minutes, couper, puis 3-4 minutes, couper, etc. Hein, entrecouper comme ça des courtes sessions de méditation de façon justement à éviter les extrêmes, hein, ne pas entrer dans une forme de grande agitation sans s'en rendre compte, ne pas entrer dans une forme de torpeur sans s'en rendre compte. La méditation, c'est aussi être présent, bien présent, hein, donc être dans l'attention, dans la vigilance, à ne pas être dans la négligence, ne pas laisser le mental vagabonder. C'est ça, ne pas être dans la négligence sur le plan méditatif, c'est ne pas laisser le mental vagabonder comme il le fait d'habitude, peu importe en référence à quoi il vagabonde. Hein. Il vagabonde parfois par rapport au passé, ce que nous avons vécu dans le passé, ou à ce que nous aurions aimé vivre dans le passé, à nos regrets liés au passé. Parfois, il vagabonde dans le futur, en fonction de ce que nous aimerions vivre dans le futur, ou de ce que nous avons peur de vivre dans le futur. C'est important. C'est important de le comprendre, de le savoir. Hein. Et il y a des personnes qui sont obsédées par des peurs liées au futur. Il y a des personnes même qui se suicident ou qui vont avoir recours, par exemple, au suicide assisté parce qu'elles ont peur de souffrir dans le futur, même si elles ne souffrent pas encore vraiment complètement maintenant. Donc, c'est important. Ça peut vraiment nous libérer de beaucoup de fardeaux et beaucoup de peurs, la méditation. Donc, laisser vagabonder son esprit par rapport à ces choses, alors que ce soit du passé, du futur, mais aussi du présent. Hein, l'esprit peut vagabonder dans le présent en s'échappant de l'état méditatif et puis en se posant des questions voilà, sur qui c'est ce bonhomme qui est en face de nous, qui sont les gens qui sont autour de nous,
cette salle, à qui appartient-elle, comment ça se passe ici, je suis dans un centre de yoga, ou, ceci, cela. Là, il y a plein d'idées, plein de pensées, plein de concepts, plein de nominations des choses qui peuvent venir à l'esprit dans l'instant présent, ou par rapport à la méditation elle-même, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il paraît que ça s'appelle la méditation, mais en fait, je ne sais pas méditer, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ou alors on s'endort complètement, on est trop tranquille, on s'endort complètement. Bref, le mental a l'habitude comme ça de vagabonder. On le compare souvent au début de la méditation à un singe agité qui va de pensée en pensée, un singe qui va de branche en branche, qui s'accroche à tout ce qu'il peut trouver. La, on pourrait dire que peut-être notre habitude mentale, c'est de se rassurer en se raccrochant à plein de choses. Hein. Donc, parfois, pour certains, peut-être certaines personnes qui ne sont pas habituées à demeurer dans le silence. Hein. Dans notre monde, c'est vrai qu'on est de moins en moins habitué à demeurer dans le silence et le silence peut faire peur. Je sais qu'il y a des personnes, des citadins qui ont du mal à dormir à la campagne parce qu'il n'y a pas de bruit ou des bruits différents que des bruits de la ville. Les bruits de la ville, pour eux, pour ces personnes-là, sont rassurants. Euh, c'est leur milieu, c'est leur milieu de vie. Donc, tant qu'il y a du bruit dans la ville, des quelques voitures qui circulent, c'est rassurant. C'est-à-dire, voilà, il y a la vie, il y a du monde, on n'est pas tout seul. Et en même temps, on est quand même bien tout seul chez soi, mais on sait qu'il y a d'autres choses à l'extérieur, etc. Hein. Nous avons beaucoup de choses comme ça auxquelles on se raccroche qui nous rassurent. Et peut-être la méditation, c'est pas très rassurant en fait. Hein. Alors la méditation, la posture, je dirais, est là pour nous rassurer. L'attention sur la respiration est là pour nous rassurer. Hein, certaines personnes, je sais, hein, angoissent quand on leur demande de se détendre, si on leur demande de fermer les yeux. Il y a des personnes qui angoissent par rapport à la mort. Hein, je connais des professeurs de yoga ou de sophrologie qui ont des élèves qui, dès qu'on leur demande de s'allonger et de fermer les yeux, ils ont peur. Ils ont peur de mourir. Donc, peut-être le fait de pouvoir poser son attention sur la respiration, c'est quelque chose aussi qui va nous rassurer en méditation, hein, parce qu'on respire. On ne s'arrête pas, il n'est pas question de s'arrêter de respirer. Si on veut tout arrêter, donc du coup on arrête de respirer aussi. Non, non, c'est pas ça. C'est possible, hein, mais pour certains grands méditants, grands yogis, certains grands yogis peuvent même arrêter leur cœur hein, un certain temps. Ce n'est pas un souci pour eux, il n'y a pas de peur avec ça. Ils peuvent le redémarrer quand ils le veulent. Donc ils ont un grand contrôle, une grande maîtrise. Euh, mais nous, rien nous fait peur peut-être. Hein. Le silence, simplement le silence peut voilà, nous mettre mal à l'aise, sans nous faire vraiment peur, mais nous mettre peut-être une notion d'inconfort qui va arriver. Donc, ça, il s'agit en méditation, si on fait cette expérience-là, par exemple, c'est bon. Ça n'a rien de négatif hein, en méditation, il n'y a rien de négatif. Ce sont simplement des expériences. Il faut se dire, voilà, c'est une expérience. Ça veut dire qu'on se rend compte de nos habitudes, de ce qui, pour nous, représente une forme de sécurité, une forme de confort. Et voilà, il s'agit juste en méditation d'y être présent, d'y être attentif, d'en être conscient. C'est pour ça aussi qu'on parle parfois de pleine conscience, hein, d'être conscient, pleinement conscient de ce qui se passe dans le corps, de ce qui se passe autour du corps, de ce qui se passe dans la respiration, de ce qui se passe dans le mental, de ce qui se passe quand il y a une pensée, de ce qui se passe avant la pensée, de ce qui se passe après la pensée, de ce qui se passe entre deux pensées. Donc, il y a plein de niveaux de finesse, de subtilité, de présence, d'attention, de conscience. Et donc, la méditation, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est être bien là, présent. Euh, et quand on dit conscient, dans ma tradition, on parle plutôt de clarté, hein, de demeurer dans la clarté, dans la forme, dans la lucidité. C'est des termes qui sont plus liés à la lumière euh, qu'à la conscience elle-même. Donc, demeurer dans la clarté, dans la lucidité. Hein. Donc, quand on introduit à la méditation, en général, on dit, voilà, demeurer détendu,
détendu, très détendu, complètement détendu. Et en même temps, soyez clair, l'esprit doit être clair, clair, très clair. Et ce sont les deux choses principales, je dirais, en méditation. Donc la détente et la présence, la détente et la clarté. Donc c'est pourquoi aussi, au début, pour les débutants, faire de courtes sessions, ça permet de maintenir la clarté, hein, plutôt que de partir dans le vagabondage mental ou dans la torpeur mentale. Et donc le support qui nous y aide bien, euh, c'est la respiration. La respiration est aussi comme un point d'équilibre, comme un axe entre le corps et l'esprit. C'est la respiration, c'est vraiment l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. Vous savez, quand on a l'esprit très agité, la respiration va se faire de plus haletante et le rythme cardiaque va augmenter, la pression sanguine aussi, etc. Et inversement, euh, quand le mental est détendu, calme, paisible, eh bien la respiration se fait plus paisible. Et puis, du coup, cela entraîne aussi un apaisement sans doute hein, du rythme cardiaque et de la pression sanguine, etc. Donc, ça, il y a une influence comme ça. Hein. Et euh, quand c'est le corps qui est agité, eh bien la respiration aussi est plus rapide et ça va favoriser l'agitation mentale. Donc, il y a une interdépendance entre le corps, la respiration et l'esprit. Et la respiration, est-ce qu'il y a vraiment entre les deux, entre le corps et le mental? Donc, c'est en prenant comme support la respiration, ça permet d'agir du coup sur les deux, hein, de favoriser l'apaisement du corps, du rythme cardiaque, etc. Et puis la détente musculaire, la détente nerveuse. Et puis, ça permet aussi en même temps d'agir sur le mental, de favoriser la détente du mental, et puis de favoriser aussi une présence mentale, une clarté mentale. Donc, voilà un petit peu comment, je pense, on peut présenter une articulation comme ça hein, de la méditation par rapport au corps, à la respiration et au mental. Donc, on va entrer à nouveau dans une courte expérimentation. Après, s'il y a, bien sûr, parmi vous, il y a des personnes qui sont habituées, qui sont familiarisées avec la méditation. On dit s'il faut cultiver encore et encore la méditation, c'est parce qu'on dit il faut se familiariser avec la méditation. Donc, il y a les personnes qui sont déjà familières de la méditation. Voilà, vous pouvez méditer comme vous le souhaitez pendant cette session. Hein, voilà, si vous voulez prendre un autre support de méditation ou pas de support de méditation, c'est vraiment libre à chacun. Et pour les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de méditer, là vraiment c'est plus recommandé euh, de poser votre attention sur la respiration et de faire comme tout à l'heure je disais, donc essayez vraiment d'être bien présent du début à la fin de l'expiration, puis du début à la fin de l'inspiration, en étant vraiment là, hyper présent, sans être crispé pour autant, et sans angoisser non plus de sombrer ou de partir dans une distraction. Il ne faut pas être dans une forme de crispation, ni dans une forme d'abandon total. C'est vraiment être dans une juste présence. On développe au niveau physique une juste posture, au niveau de la respiration une juste respiration, et puis au niveau mental une juste présence.
peu relâcher un peu la posture. On peut aussi frotter les paumes des mains comme ça. Après, les appliquer sur les paupières fermées. On garde les yeux ouverts sans bouger. Puis peut-être je vous invite aussi à peut-être chanter les syllabes, on appelle les bija mantras, les syllabes Om, A, Hum, qui sont justement les syllabes du corps, de la parole et de l'esprit. Donc, ce sont des sons, des syllabes sacrées sanskrites et qui aident, qui sont aidantes pour s'établir dans l'état naturel du corps, l'état naturel de la parole, l'état naturel de l'esprit. Et il n'y a rien à visualiser, rien à penser de particulier pendant qu'on les dit ou qu'on les chante. Justement, continuer à méditer. C'est important de s'habituer quand on pratique la méditation, bien sûr avec des sessions formelles de méditation, plus ou moins longues, mais quand on émerge de la méditation, et que, quelle que soit l'activité dans laquelle on s'engage après la méditation, c'est ce qu'on appelle la post-méditation. Et l'idéal, c'est que la méditation continue dans la post-méditation, hein, que l'on soit en mouvement, que l'on soit en discussion avec quelqu'un, que quelle que soit l'activité que nous ayons, l'entraînement, le fait de pouvoir cultiver la méditation, c'est justement que la méditation puisse entrer dans notre vie quotidienne et déborder sur notre vie quotidienne. Donc pour vivre le plus agréablement possible, le plus en présence possible, le plus avec avec de l'attention et avec le plus aussi de vigilance possible. Donc ça aide, hein, c'est aidant pour la vie quotidienne hein, de pratiquer la méditation. C'est aidant. Il y a des bienfaits par rapport à notre vie, d'être plus tranquille et puis de faire les choses mieux aussi. D'être même peut-être, même si c'est pas le but que l'on recherche, mais peut-être être aussi plus efficace dans ce que l'on fait, etc. Et pour s'y entraîner, pour s'entraîner à la post-méditation, c'est bien entre les sessions, entre les courtes sessions de méditation silencieuse, et bien soit de faire des marches méditatives, soit de chanter, soit des mantras ou des syllabes sacrées comme ça, en développant l'attention au son, l'attention à la sonorité. Et euh, lorsque l'on marche, développer l'attention à la marche, à chaque pas, au contact des pieds avec le sol, etc., avec la respiration. Donc, ça nous entraîne, hein, les marches méditatives, les chants, des mantras, etc., ça nous entraîne à pouvoir continuer, poursuivre la méditation dans la vie quotidienne. Hein, quoi que l'on entende, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Et on dit, c'est ça la méditation supérieure, c'est de maintenir la méditation en toutes circonstances. Être capable de maintenir l'état méditatif en toutes circonstances, c'est ça la méditation supérieure. Et donc, ce n'est pas non plus. Au début, ça va demander de faire un peu d'effort, hein, comme là, pour les débutants, quand on commence à méditer, poser l'attention sur la respiration, ça peut demander un peu d'effort, de concentration. Et donc aussi, pour pouvoir prolonger la méditation dans la vie quotidienne, au début, ça peut demander un peu d'effort. Mais après, voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir devenir naturel. On va se familiariser avec ça. Et donc, l'entraînement, c'est ça. Ça peut être de chanter, de marcher, etc. Et, ça permet de maintenir ce que j'appelais tout à l'heure l'équilibre méditatif. Et d'être encore dans une forme de clarté dans la vie quotidienne, dans une forme de présence dans la vie quotidienne.
et d'être dans cet équilibre et aussi dans ce qu'on appelle l'équanimité. Donc l'équanimité, l'égalité d'esprit, quoi qu'il advienne. Ça, c'est un des grands bienfaits de la méditation. Ça, c'est vraiment un bienfait au niveau de l'esprit, donc on pourrait dire un bienfait spirituel. Hein. La méditation, c'est la pratique principale de la méditation concerne quand même l'esprit. Donc on peut dire, si on veut qualifier la méditation, on peut dire quand même c'est une activité spirituelle qui concerne l'esprit. Euh, et donc dans la vie quotidienne, si l'équanimité, l'égalité d'esprit que nous développons en méditation peut continuer, eh bien, c'est vraiment là un très, très grand bienfait de la méditation. Parce que du coup, ça nous évite de réagir malgré nous aux choses et de réagir de manière maladroite aux situations que nous rencontrons dans la vie. La méditation aide vraiment, ça n'empêche pas de réagir, la méditation, au contraire, mais ça permet de réagir de, de saine manière ou de manière habile, de manière adroite, euh, de manière consciente, alors que d'habitude, nous avons peut-être l'habitude de réagir comme ça, hein, peut-être de manière émotionnelle, hein, et donc parfois de manière violente, ou parfois de manière en tombant dans la dépression, de manière dépressive, ou parfois de telle ou telle manière, ça dépend tellement de chacun. Chacun a sa manière de réagir aux stimuli extérieurs et aux événements extérieurs. Euh, mais la méditation permet petit à petit d'être plus posé, d'avoir une sorte voilà, de recul. Des fois, vous voyez là, c'est pas le cas, il y a des statues du Bouddha parfois où le Bouddha a une main comme ça. C'est le geste de l'impavidité, de la non-peur. Ah oui. Merci. Vous voyez comme on est ignorant de notre environnement. Il y a des choses qui sont évidentes pour vous et qui ne sont pas du tout pour moi. Hein. Donc ce geste, hein, c'est le geste de l'impavidité, de la non-peur. Et donc la méditation aide à cela. Ça aide à cela, à avoir un peu de recul par rapport aux choses. Et puis, alors ça peut être bien sûr sur un plan profond, sur un plan très profond, mais juste même sur le plan de la manière dont on vit les choses, hein, dont on réagit aux choses. Là, la méditation peut aider à être moins dans la peur, hein, et à moins réagir euh, sous l'emprise de la peur. Ce qui est important parce que euh, la peur, malheureusement, le problème de la peur, c'est qu'elle découle, que d'elle découle souvent la haine et la colère. Donc, quand on a peur de quelque chose, de quelqu'un ou d'un animal, par exemple, prenons l'exemple le plus évident, le plus courant peut-être que nous rencontrons, c'est avoir peur d'une guêpe, d'un frelon, etc. À cause de la peur, peut-être on va tuer cet animal. Ça veut dire que du coup, si pour nous le moyen de remédier à la peur, c'est de tuer l'animal, c'est qu'on est dans la haine de cet animal. Et du coup, on a un geste de colère vis-à-vis de lui. Donc, ça entraîne beaucoup de choses. Et du coup, et la haine et la colère, ça n'entraîne que de la souffrance pour soi-même. Donc, la méditation a des bienfaits à ce niveau-là aussi. Hein. Donc, ça apaise, ça pacifie. Ça pacifie. Quand on est pacifié, on a moins de raisons d'avoir peur. S'il y a un animal dangereux qui vient vers nous, si on ne pratique pas la méditation, peut-être on va s'agiter dans tous les sens. Même les méditants s'agitent dans tous les sens quand même, parfois. Mais bon, ce sont des signes, des petites épreuves où l'on voit où on en est en méditation, justement. Mais quelqu'un qui est habitué à la méditation ne va pas s'agiter dans tous les sens, va être conscient de ce qui se passe et puis peut-être va rester paisible en comprenant que c'est peut-être ça la meilleure solution.
plutôt que de s'agiter et du coup de provoquer l'agitation chez l'autre, chez l'animal, eh bien, si on reste tranquille, ça risque moins de provoquer l'agitation, l'excitation chez l'autre ou chez l'animal, et du coup, l'animal va nous laisser tranquille, tout simplement. Donc, parfois, il vaut mieux ne rien faire du tout pour éviter un problème, un obstacle, un danger. Parfois, mais parfois, il y a des dangers où il faut bien sûr réagir, et la méditation nous aidera aussi à réagir le mieux possible, en pleine conscience et en trouvant la solution la plus adéquate. C'est ça, ça aide à cela, à trouver les solutions les plus adéquates dans l'instant, sans avoir besoin de prendre une heure pour réfléchir avant de décider. Donc, on va chanter ces syllabes. Sinon, bien sûr, comme on le verra pour ceux qui seront là cet après-midi, hein, la méditation peut nous emmener très loin, justement dans la compréhension du non-soi, de l'absence d'existence de l'ego. Et du coup, quand on, quand on demeure dans le non-soi, ben, il n'y a pas de peur possible. Donc ça résout définitivement le non-soi, le non-ego résout définitivement tous les problèmes de peur, d'angoisse, etc. Parce que c'est le moi qui a peur toujours. Donc la méditation, voilà, peut bien sûr nous être menée jusqu'à ce point-là aussi, hein, et même au-delà de ce point-là. Mais bien sûr, là, c'est aller bien plus loin. Donc, quand il y a ce geste du Bouddha, le geste de l'impabilité, euh, ça veut dire, c'est pas simplement un apaisement simple du mental, mais c'est aussi qu'il y a derrière une très grande compréhension, une grande connaissance, la connaissance du non-soi. Et donc, chanter les syllabes, ça nous aide aussi à cela, hein, leur vibration. Ces syllabes ont un bienfait en elles-mêmes par rapport au corps, à la parole et à l'esprit. Et donc, ça permet aussi, hein, le son hung, même le son, ne serait-ce que le son om tout seul, il y a déjà tout en lui. Hein, donc, il y a tout en tout de toute façon. Mais ce sont des syllabes donc, qui peuvent aussi vraiment ouvrir le champ de la compréhension. Mais là, en l'occurrence, on les chante comme un entraînement à la méditation, donc en demeurant présent simplement à la sonorité, à la tonalité, etc. Et donc sans se laisser distraire par autre chose. C'est vraiment concentré sur le son des syllabes. Donc c'est une méditation, c'est pas un chant. Il ne s'agit pas de chanter, il s'agit de méditer. Il ne faut pas confondre. Donc en demeurant bien attentif au son de ces syllabes.
comme je disais tout à l'heure, que la respiration, c'est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit, eh bien les sons, ces sons-là, ces syllabes, om, a, hung, on peut dire elles sont aussi l'intermédiaire entre le particulier et l'universel. Sur notre plan individuel, elles représentent le corps, la parole et l'esprit. Le corps pour homme, la parole pour a, l'esprit pour hung. Mais sur le plan universel, homme représente toutes les apparences visuelles, toutes les manifestations formelles, toutes les formes. Sur le plan universel, A est l'essence de tous les sons, que l'on peut entendre et tous les sons même qu'on n'entend pas. Et puis, Hung est l'essence de toutes les cognitions, de tous les concepts, de toutes les idées, de toutes les pensées, etc. Toutes les manifestations psychiques, spirituelles. Donc, quand on récite ces trois syllabes, ça relie aussi, ça relie notre petit être un peu engoncé dans son moi, et puis à tout l'univers. Ça ouvre à tout l'univers. Et donc, la méditation, c'est ça aussi. C'est pour ça, tout à l'heure, en introduction, je parlais vraiment de la motivation, j'insiste là-dessus. Je disais, voilà, c'est important de ne pas être négligent par rapport à notre motivation. Il ne s'agit pas juste voilà, d'arriver, de s'asseoir, de méditer en négligeant la motivation, ce qui motive cette action de méditer, qui est en fait une non-action. Donc, il ne faut pas être négligent ici et développer la motivation. Et donc, la méditation, c'est aussi cela, c'est ne pas rester étriqué en nous-mêmes, ne pas avoir une attitude étriquée, ne pas rester coincé dans la dimension égocentrique. Et la méditation, sans qu'on cherche à le faire, ouvre naturellement. C'est une pratique d'ouverture, on peut dire. Donc, quand les maîtres que je connais, donc dans la tradition tibétaine, par exemple, dans la tradition bouddhiste, quand les maîtres enseignent la méditation, ils disent aussi, voilà, en prenant cette posture, en mettant les mains sur les genoux, comme ça, en disant, voilà, il ne faut pas rester enfermé. J'ai toujours l'impression que notre langue est pauvre, mais bon, quand les maîtres tibétains disent il ne faut pas rester en tibétain, on dit Busu Tokpo. J'ai l'impression que ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est Busu Tokpo, c'est comme ça. Mais au contraire, il faut être Gya Chempo. Donc ils disent non, Gya Chempo, c'est-à-dire vaste comme un océan. Il y a une vastitude océanique. Ouvrir l'esprit, ça devient une vastitude océanique. Et donc ouvrir le champ. Il y a tout le champ des possibles, s'ouvrir au champ des possibles. CHAMP, au champ des possibles. Et, et donc la méditation, c'est ça aussi. Et donc la posture est importante pour ça aussi. C'est une posture équilibrée qui nous relie, qui relie les énergies dans notre corps, mais qui relie toutes nos énergies aussi aux énergies de l'univers. Donc c'est ça aussi, la méditation. Donc c'est pas seulement quelque chose qui doit nous enfermer, c'est pas quelque chose qui doit nous concentrer en nous-mêmes ou sur nous-mêmes, mais par l'attention, par la présence, naturellement, les choses doivent s'ouvrir et se détendre. Quand les choses se détendent, elles s'ouvrent. Donc, je pense qu'on en fait l'expérience peut-être quand voilà, par exemple quand on a froid et qu'on grelotte comme ça, je sais pas,
qui se passe, mais peut-être les pores de la peau naturellement se referment. Ils se referment. Et plus on est dans cette attitude, plus ça se referme. Alors que si on se décontracte, ben, tout se décontracte, y compris la peau, cet organe qui est tellement important à la surface du corps, qui fait la jonction entre le corps et l'extérieur. Bien là, du coup, les pores de la peau s'ouvrent, se dilatent, se relâchent, et on respire aussi par la peau. Donc ça, c'est aussi bénéfique pour la santé. C'est pourquoi dans certaines traditions, il y a des photos de maîtres plutôt hindous, des professeurs de yoga, etc. Souvent, les professeurs de yoga, voilà, quand on pratique les pranayama, voilà, on ne porte pas beaucoup de vêtements parce qu'on respire aussi par la peau. Le pranayama se fait par la peau. Il y a un échange avec notre milieu ambiant qui se fait par la peau. Donc, voilà, quand on est dans la détente, tout s'ouvre et tout commence à respirer. Et donc, le mental aussi respire. Euh, et quand le mental est détendu, eh bien, il est ouvert. Il est ouvert à tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut advenir, à toutes les situations. Donc, cultivons encore et encore et encore donc ces trois attitudes de détente, hein, de demeurer dans l'état naturel du corps, de détente et l'union de la détente et de l'immobilité ou l'union de la détente et de la posture, puis l'union de la respiration et du silence. Là aussi, dans le silence, on peut accueillir tous les sons. Mais quand nous n'arrêtons pas de parler, qu'est-ce qu'on peut accueillir? Donc, le silence permet aussi d'accueillir tout, de prendre conscience de tous les sons et du coup de développer aussi c'est dans le silence qu'on peut devenir attentif à autrui, attentif à la parole d'autrui. Et donc ça aide aussi à développer des qualités d'écoute. Et puis, donc, continuons à cultiver aussi donc, cette union de la non-distraction et euh, de la non-méditation. Paradoxalement, c'est seulement dans la non-méditation qu'enfin la méditation peut s'ouvrir. On entre vraiment dans la méditation. Mais si on veut à tout prix méditer, c'est difficile. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas ordonner à notre mental de s'arrêter, de demeurer immobile. On ne peut pas demander aux pensées de ne plus venir nous embêter, nous travailler au corps, etc. C'est simplement, paradoxalement, hein, en étant détendu par rapport à tous ces phénomènes mentaux, que les phénomènes mentaux eux-mêmes, d'eux-mêmes, vont s'apaiser. Sinon, l'expérience que l'on peut faire pour les personnes qui sont aguerries en méditation, déjà, ça semble évident maintenant, sans doute, hein, c'est que plus on veut empêcher les pensées, empêcher le mental, empêcher les émotions, plus elles cognent à la porte, plus elles sont fortes, plus elles veulent se manifester et plus elles auront d'impact. Donc, au contraire, il faut être habile. Il faut être très habile en méditation et cultiver ces trois détentes. Et il faut être non seulement habile, mais il faut méditer avec précaution. Donc, il faut faire preuve vraiment, vraiment de précaution en méditation. Comme je vous disais, ça touche aussi beaucoup. Là, c'est une activité principalement liée à l'esprit. Et comme l'esprit est ce qu'il y a de plus subtil en nous, il faut faire attention. Faire attention. Il ne faut pas vouloir aller trop vite en méditation, il ne faut pas vouloir franchir des étapes trop vite. Il faut avoir la patience, il faut avoir beaucoup de patience et méditer encore et encore et encore dans pour se familiariser avec les bases de la méditation. Sinon, il y a danger, il peut y avoir danger, on peut perdre pied à cause de la méditation. Donc, il faut être prudent, il faut faire attention, il faut méditer avec précaution. Beaucoup d'Occidentaux peuvent perdre pied avec la méditation. On dit beaucoup parce que nous sommes de plus en plus en Occident à méditer. Il y a peut-être moins de danger chez les Asiatiques parce que les Asiatiques peut-être méditent moins que nous. Beaucoup d'Asiatiques laissent la méditation aux moines
C'est le travail des moines de méditer. Et les laïcs ne méditent pas trop chez les Asiatiques. Maintenant, ça commence aussi, hein, mais c'est bien. Mais on dit, voilà, il faut aller avec précaution. On sait il peut y avoir des dangers aussi à la méditation. Donc, dire, avoir beaucoup d'engouement pour la méditation, dans un sens, c'est bien. Je dirais, moi, ça me fait plutôt plaisir que les gens aient de l'engouement pour la méditation. Mais parfois, cet engouement peut devenir une forme d'euphorie. Et là, on dit c'est un peu risqué, c'est un peu dangereux, quoi, hein. Qu'on soit euh, dans un aspect planant de la méditation ou dans un aspect un peu euphorique de la méditation, il faut faire attention, voilà, que l'euphorie ne devienne pas de l'hystérie et, euh, et que le côté planant ne devienne pas un état d'ignorance et de torpeur permanente, par exemple. Donc, cultivons encore et encore. On va encore chanter, voilà, peut-être une ou deux fois les syllabes Mahung et puis entrer dans une dernière courte session silencieuse. Om, Om, pour les personnes qui sont débutantes, par exemple, en méditation, en posant l'attention sur la respiration, euh, pour renforcer cela, hein, s'il y a trop, par exemple, si la torpeur arrive ou s'il y a trop de distractions, vous pouvez associer à l'inspiration une parole intérieure et vraiment vous dire j'inspire ou je suis conscient d'inspirer, je suis conscient d'inspirer. Puis quand vous expirez, vous pouvez dire voilà, j'expire ou je suis conscient d'expirer pour renforcer l'attention, la concentration même. Et pour les personnes qui sont un peu plus habituées, qui ont déjà fait, vous pouvez là prendre comme support la respiration toujours, mais en unissant avec les syllabes Om Ahum, donc toujours avec Om à l'inspiration, A quand l'air est à l'intérieur et Hung quand on expire, donc intérieurement. Hein, on associe ainsi l'inspiration, la petite rétention naturelle et l'expiration à ces trois syllabes silencieusement, intérieurement.
Comme nous sommes entrés en méditation, en essayant de développer une motivation plus grande que nous, plus grande que soi. Pareil, quand nous concluons une session de méditation, il est bon, moi je recommande vraiment, hein, c'est pas obligé, bien sûr, mais je recommande vraiment de dédier, faire ce qu'on appelle une dédicace, de dédier la méditation, cet entraînement à la méditation aux autres êtres, hein, pour le bonheur et la paix de tous les êtres. Parce que la méditation, en tant que pratique de pacification, c'est une pratique de paix. Et donc, c'est important de dédier éventuellement cette paix intérieure, qu'on l'ait trouvée ou pas, hein, on chemine vers, en tout cas, de dédier cet apaisement, cette paix intérieure, éventuellement ce bien-être, tous les bienfaits possibles, imaginables de la méditation. Et ne serait-ce que, voilà, le temps consacré à cette méditation et la motivation que nous avons développée, les dédier au bonheur et à la paix d'autrui, de tous les êtres et dans le monde. C'est vraiment important, il me semble. C'est important aussi pour que la méditation progresse. Sinon, si on ne dédie pas au fur et à mesure nos entraînements à la méditation, nos sessions de méditation, on en perd les bienfaits. Ça se dilue dans la vie quotidienne après. Et alors que si on dédie, c'est comme si on mettait un cachet. C'est le cachet de la poste faisant foi. Là, c'est le cachet de la dédicace qui fait foi de notre méditation et qui imprime quelque part, hein, au plus profond de nous, les bienfaits de la méditation, l'acte de méditer. Et il ne peut plus se diluer. Donc, on ne perdra pas les bienfaits. Et les bienfaits pourront ainsi continuer à s'amonceler. Sinon, ils sont perdus, jetés aux quatre vents, hein, des émotions et des distractions. Donc, pensons à cela, pensons à dédier dans son cœur. Hein, on peut dédier soit en visualisant de la lumière qui rayonne dans toutes les directions de l'univers, vers tous les êtres, soit en laissant résonner la syllabe A, soit en disant quelque chose, en disant ben, je dédie cette session de méditation au bonheur et à la paix de tous les êtres. Et puis, sinon, on le fait intérieurement, simplement. Et puis ensuite, on peut aussi ouvrir en chantant un mantra, comme on va le faire maintenant, le mantra Om Mani Padme Hum, qui est le mantra de l'amour et de la compassion, pour entrer aussi dans ce qu'on appelle le fruit de la méditation, hein, le résultat de la méditation, le plus beau, le plus grand résultat de la méditation qui puisse être, c'est que naturellement se développe en nous l'amour et la compassion. On dit c'est ça le vrai fruit de la méditation. Il n'y a pas d'autre fruit que ça à chercher. Ce qu'on peut appeler les pouvoirs psychiques, les miracles, je sais pas moi, un tas de choses, la préscience, lire dans l'esprit des autres, etc. Tout ça, c'est rien du tout. Le plus important, le seul grand bienfait de la méditation, c'est si l'amour et la compassion grandissent en nous. Si ça grandit en nous, si ces deux qualités, ces deux sentiments grandissent en nous, alors c'est signe qu'on médite vraiment bien. Sinon, il y a, bien sûr, on peut avoir moins d'émotions, être moins sous l'emprise de nos pensées, etc. Ça, ce sont quelques bons signes, mais ce ne sont pas les résultats définitifs. Le résultat définitif, c'est l'amour et la compassion. C'est pourquoi, à la fin, on peut aussi chanter ce mantra, un petit peu au Mani Padme Hung, pour ne pas oublier le, le fruit, quel devrait être le fruit de la méditation. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om
Mani Padme Huri Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Huri Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Huri Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Huri Om Mani Padme Hum. Voilà, merci. Merci.